Merci mon général, c'est toujours un plaisir d'être ici au Val-de-Grâce avec vous. Alors donc je vais vous faire le résumé de la séance précédente, enfin de l'avant-dernière séance qui était une séance d'ophtalmologie. Madame la Présidente, mon général. La première communication était en fait un hommage au professeur Gérard Mourou. Le professeur, l'œil est-il à l'origine du monde? Le lien entre la lumière et la science et l'art. Le professeur Gérard Mourou a obtenu le prix Nobel de physique pour la découverte du CPA, Sharp Pulse Amplification, le laser femtoseconde, 10 puissance moins 15 secondes. Un laser si puissant qu'il détruisait le matériel qui l'avait engendré. Les impacts laser délivrés en un temps ultra court agissent au niveau de l'atome en provoquant une ionisation. Initialement conçu pour un usage industriel, la sérendipité a permis de découvrir, lors d'un impact accidentel, son usage en ophtalmologie. La précision de ce laser permet des découpes avec une précision de l'ordre de 2 à 4 microns et ses applications dans les différents domaines sont multiples. L'absence d'effet thermique a fait de la cornée, tissu transparent et avasculaire, l'indication idéale en chirurgie réfractive cornéenne. L'usage du laser femtoseconde dans l'opération de la cataracte, en cours de développement, s'imposera probablement dans les prochaines années. Un hommage a été rendu mettant en évidence l'influence du cognitif sur la perception de la lumière et des formes et sur la représentation artistique à travers les siècles. La présidente Carole Matelin a remis la médaille Ambroise Paré au professeur Mourou après avoir rappelé toutes ces distinctions et a souligné l'importance des liens internationaux qui existaient dans le cadre des recherches scientifiques et médicales. Le professeur Cédric Schweitzer du CHU de Bordeaux a présenté ensuite le laser femtoseconde et chirurgie ophtalmologique. Quel changement de paradigme! Le laser femtoseconde émis en infrarouge, 1053 nanomètres. Ses impacts à impulsion femtoseconde ultra courte, 200 à 800 femtosecondes à faible énergie, avec un pic de puissance élevé, provoquent une ionisation au niveau de l'atome et la formation de bulles de cavitation. Cette précision de quelques microns a fait de la cornée le premier développement du laser femtoseconde dans la chirurgie réfractive, le LASIK, mais également en kératoplastie antérieure, la greffe de cornée. Le laser femtoseconde peut également être utilisé dans la chirurgie de la cataracte. Il y a 20 millions de cas traités dans le monde par an. Le laser femtoseconde s'est imposé dans la chirurgie réfractive cornéenne et dans les greffes de cornée superficielles. Son utilisation en soins courants dans l'opération de la cataracte est actuellement limitée par son coût. Le professeur Marc Muren a présenté ensuite l'implantation intrastromale allogénique de la cornée, une révolution chirurgicale qui a du sens. Cette technique a un intérêt croissant dans la prise en charge du kératocone, qui est une déformation évolutive de la cornée. Cette affection touche des jeunes de 15 à 25 ans et entraîne une baisse d'acuité visuelle difficilement corrigeable par des verres correcteurs. La technique permet de remodeler la courbure cornéenne par l'interposition d'un fragment de stroma cornéen issu d'un donneur dans l'épaisseur de la cornée, après avoir réalisé préalablement un tunnel dans l'épaisseur de la cornée avec le laser femtoseconde. L'avantage est l'absence de rejet et la réversibilité, le stroma étant très pauvre en cellules. Nassim Bouéroua, professeur Nassim Bouéroua, des 15-20 de l'Institut Forsyth, a présenté un sujet très transversal, la neurotisation cornéenne et des greffes de cornée. L'atteinte du nerf trijumeau, le 5-1, qui innerve la cornée, entraîne une kératopathie neurotrophique et peut entraîner une cécité par perte de transparence. L'absence d'innervation rend impossible la greffe de cornée. On peut évaluer cette problématique de 5 à 11 pour 10 000 personnes. L'origine principale est neurochirurgicale, mais aussi virale, herpès zona. Il est souligné l'importance du NGF, dont la découverte a été récompensée par un prix Nobel, Rita Levi Montalcini, en 1986. La nécessité de réinnerver la cornée est nécessaire avant toute tentative de kératoplastie. La neurotisation est réalisée à l'aide du nerf supracochléaire, comme nerf donneur, et du nerf grand auriculaire, comme greffe nerveuse libre. La microscopie confocale a permis de confirmer la réinnervation cornéenne. Le professeur Vincent Dayen de Montpellier a présenté ensuite la kératoprothèse, solution actuelle et perspective.
La kératoprothèse s'adresse à certains patients atteints de cécité liés à l'opacification de la cornée, pour laquelle la greffe de cornée classique est impossible. Brûlure oculaire grave, syndrome de Johnson-Lyell, pemphigoïde oculaire, cicatricielle, xérophtalmie. Les deux dispositifs principaux sont la kératoprothèse Boston 1, composée d'une lentille en PMMA entourée d'un greffon allogénique, et l'ostéo-odonto-kératoprothèse. Le support allogénique peut être constitué de tissu dentaire ou de tissu osseux. Le suivi anatomique est de 85%, la survie anatomique, est de 85% à 18 ans, avec la moitié des patients présentant une vision supérieure à 5/10. La recherche est active avec des kératoprothèses cornéates, artificielles à 100%, qui est en cours d'évaluation. Roland Vapre, du CHU de Nantes, a présenté ensuite la reconstruction et cicatrisation, greffe de membrane amniotique, historique, perspective et développement. La structure et les propriétés biologiques du placenta lui confèrent un rôle trophique, anti-angiogénique, anti-inflammatoire, antalgique et cicatriciel. La membrane placentaire est utilisée dans différentes disciplines, dermatologie, ORL, neurochirurgie. Utilisée en ophtalmologie du fait de la similitude tissulaire depuis 1990, les procédures de greffe de membrane amniotique sont devenues courantes dans la chirurgie oculaire de surface pour traiter les ulcères de cornée récalcitrants ou les amincissements de la paroi cornéenne avec des risques de nécrose et de perforation. La membrane est disponible sous forme cryoconservée ou sous forme lyophilisée. Des développements sont en cours sur d'autres structures issues du placenta, cellules souches, progénitrices et médecine régénérative. Alice Gris-Dulac de la Fondation Rothschild a présenté ensuite l'apport de l'intelligence artificielle dans la chirurgie de la cataracte. L'intelligence artificielle bouleverse progressivement la pratique de la chirurgie de la cataracte dans la planification préopératoire, en péropératoire et dans l'analyse post-opératoire. Elle permet également d'optimiser la précision dans le calcul de la puissance des implants intraoculaires. En péropératoire, l'intelligence artificielle peut être intégrée au matériel chirurgical, microscope, phacoémulsificateur, reconnaissance visuelle et audio, pour permettre une plus grande précision et prévenir des complications. La saisie de données automatisées en grand nombre permettra une évaluation du service rendu, PREMS-PROMS, ainsi qu'une personnalisation des objectifs de l'opération, en adéquation avec l'anatomie oculaire du patient et ses aspirations. Les défis éthiques et réglementaires demeureront une vigilance continue. Je vous remercie. Merci. Ça marche. Merci Jean-Pierre pour ce reflet fidèle de notre session d'il y a 15 jours. Et la tradition, c'est qu'Arlette nous raconte, peut-être de façon assez rapide, un petit résumé de la session précédente. Et le temps qu'Arlette s'installe, je voudrais profiter de vous remercier, messieurs les généraux, mesdames et messieurs du personnel de santé, de votre formidable accueil ici. Pour moi, c'est une découverte. C'est incroyable quand on vient de Strasbourg, faire le chemin, arriver, voir les jardins, voir le monument, les salles. C'est vraiment magnifique. Merci pour l'accueil ici. Merci. Madame la Présidente Générale, la semaine dernière, la réunion avait pour sujet les biais cognitifs et moi personnellement, j'ai regretté que le temps des orateurs soit limité car on les aurait bien écoutés pendant des heures. Le docteur Patrick Houvet a introduit la séance en définissant biais, erreurs, effets tunnels. Lorsque survient un événement inattendu lié à un défaut d'organisation ou de matériel, à une erreur humaine ou à une négligence, les marges de sécurité et les protocoles représentent les défenses. L'anomalie ou l'erreur est alors corrigée et n'entraîne pas de conséquences. Mais si les défenses ne sont pas suffisantes, l'anomalie peut progresser vers l'incident. Cette situation, si elle n'est pas corrigée à temps, peut entraîner un accident irréversible. L'erreur fait partie du fonctionnement normal des systèmes complexes et du cerveau humain. L'homme est aussi le facteur clé lors des défenses habituelles sont dépassées par les événements ou lorsque la panne est imprévisible. Les mathématiques du chaos ont mis en évidence 3 données essentielles dans la gestion du risque: la survenue d'un événement inattendu dans un système complexe, la fréquence inversement proportionnelle à leur gravité, les systèmes complexes présentant un certain degré d'instabilité. Ces constatations signifient que les événements graves sont par nature imprévisibles. L'effet tunnel est un blocage cognitif majeur
qui enferme un individu dans un seul diagnostic ou une seule activité. Le professeur Bernard Claverie, ensuite, nous a parlé de personnalité, habitudes et désorganisation cognitive, voire le monde de biais. Les biais sont des habitudes de pensée en désaccord avec la rationalité, permettant de privilégier l'efficacité comportementale, l'économie mentale et la protection psychique ou l'expression de la personnalité cognitive. Il s'agit de processus spontanés qui opèrent hors de la volonté et souvent de la conscience et qui dépendent de contraintes biopsychologiques. 3 évidences s'imposent. Les biais, on les voit chez les autres. Lorsqu'on s'aperçoit de la réalité d'un biais personnel, c'est trop tard. La stratégie spontanée est souvent de la cacher ou de la justifier. Le professeur Jancovici nous a parlé des urgences sous influence. Expérience personnelle, témoignage de l'importance de biais cognitifs extérieurs vécus dans des circonstances peu communes. Des exemples pris dans un contexte particulier, dans le cadre de la chirurgie de l'urgence pratiquée hors les murs, c'est-à-dire sur le terrain, chirurgie de guerre en milieu isolé, mission humanitaire, participation d'une équipe chirurgicale en terrain de catastrophe. L'environnement stressant, le manque de temps et souvent la surcharge d'informations favorisent l'apparition et le développement de ces biais cognitifs. Quand l'opinion que l'on a d'une personne ou d'une personnalité influence la valeur que l'on donne à l'information qu'elle partage et nous conduit à ne pas nous en tenir aux faits. Florence Pouzet, l'impact des biais cognitifs dans la prise de décision en entreprise, quand le rationnel mène à l'absurde. L'incertitude de notre environnement actuel et le contexte de surcharge informationnelle exposent davantage les décideurs aux biais cognitifs dans la décision stratégique. Ceci pose le danger de la décision absurde, véritable cauchemar des dirigeants. Le questionnement du processus décisionnel devient alors un exercice indispensable pour rester lucide et renforcer notre système immunitaire intellectuel. Le professeur Éric Lévesque, anesthésiste, anesthésie sous influence, comprendre les biais cognitifs pour mieux les combattre. Par un exemple simple, démonstration de l'impact des biais cognitifs, notamment le biais de confirmation couplé à un effet tunnel pouvant affecter des professionnels même expérimentés. Pour réduire ces biais et leurs conséquences, il est essentiel de former spécifiquement les professionnels à les identifier et à les gérer par des méthodes pratiques comme la simulation. La solution organisationnelle sont des tragédies éprouvées pour diminuer les risques d'erreur. Cette double approche est essentielle pour réduire les biais et renforcer la sécurité des patients. Enfin, M. Didier Lamy, intégration des biais cognitifs dans la formation et la gestion des compétences des pilotes. L'intégration de biais cognitifs dans la formation des pilotes vise à développer une meilleure conscience des limites humaines. Les équipages apprennent à anticiper les menaces et à détecter les erreurs, y compris celles induites par le biais cognitif. Cela implique un nouveau profil de pilote fondé sur la coopération, l'auto-analyse et le retour d'expérience. Merci de votre attention. Je vais vous souhaiter à ceux qui partent en vacances de très bonnes vacances et aux autres un bon été. Merci Arlette.